Il s'en crée chaque année. Le nombre d'écoles hors contrat en France a été multiplié par 4 depuis 10 ans, selon le décompte en tout cas de la Fondation pour l'école qui accompagne les projets d'ouverture d'écoles depuis 25 ans. Certains parents, en désaccord avec la place donnée aux questions liées à l'identité du genre dans l'enseignement public ou privé sous contrat, y trouvent parfois un refuge pour leurs enfants, mais pas que. Parmi les motifs évoqués, il y a aussi le suivi des élèves, la qualité des programmes et des enseignements, et puis n'oublions pas non plus le cadre. Comment tout simplement expliquer le succès des écoles hors contrat? Question que nous allons poser à nos deux invités dans cette émission En quête de sens. Et j'ai la grande joie de recevoir pour commencer Anne Coffinier. Bonjour Anne. Bonjour Anne Coffinier. Bonjour Caroline. Eh bien, nous sommes là effectivement pour rectifier, Caroline, nous sommes là pour rectifier effectivement si besoin les identités de nos invités du jour. Alors vous êtes vous-même, on peut le dire, entrepreneur social, Oui. c'est ça. Bon, décrivez-vous toute seule, ça ira plus vite. Oui, je suis entrepreneur social parce que j'ai créé effectivement un certain nombre d'écoles, un certain nombre de facs, un certain nombre d'associations, de fondations en France, à l'étranger, toujours dans le même domaine, qui est le domaine de l'éducation, le domaine de la liberté scolaire. Effectivement, j'ai créé la Fondation pour l'école il y a de cela maintenant 20 ans, et puis ensuite d'autres choses, et en particulier la Fondation Kéros pour l'innovation éducative à l'Institut de France, il y a 3 ans maintenant, et puis toujours créer son école, l'association qui est un peu le leader dans le domaine, qui a les mains dans le cambouis et qui accompagne les créateurs d'écoles depuis 20 ans. Voilà, c'était juste des chiffres que je mentionnais, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas pour ça que je me présentais. S'agissant des chiffres, effectivement, en fait, on a un annuaire et on référence les écoles depuis 20 ans, et c'est assez fascinant de voir que quand on a fait notre premier annuaire en 2004, il y avait quelques dizaines d'écoles, et puis dizaines d'écoles en 2004. Et en fait, les gens étaient très surpris de se rendre compte qu'il y avait un milieu hors contrat. C'était pas connu, qu'il y avait des écoles indépendantes. Chacun pensait être un peu seul dans son domaine, une sorte d'exception. Et puis, on a fait ce premier annuaire et on l'a même édité et on s'est retrouvé avec 100 établissements à peu près. Et ensuite, à créer son école, on a accompagné les créateurs d'écoles et il y en a eu de plus en plus. Et ces 10 dernières années, on a vraiment eu une explosion avec une croissance de 10% par an. D'accord ? Et l'année dernière, il y a eu 172 nouvelles écoles. Wow. Cette année, moins, parce que je pense que c'est l'inflation, c'est plus dur. Cette année, il y a eu 108 ouvertures d'école. Ce qu'on appelle une ouverture d'école, c'est concrètement lorsque vous avez une ouverture de niveau, c'est-à-dire soit maternelle, soit élémentaire, soit collège, soit lycée. Voilà. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a bien sûr beaucoup d'écoles primaires, mais on a beaucoup de maternelles à cause de la nouvelle loi qui rend obligatoire la scolarisation dès 3 ans. Donc forcément, absolument. Ça crée... Il faut bien trouver un endroit. On a aussi un appel d'air avec le fait que l'instruction en famille est interdite. Donc il y a beaucoup de création d'écoles et on en aura encore plus l'année prochaine puisque c'est la fin de la période de transition cette année. Donc ça crée plein de micro-écoles. On peut appeler ça micro-école, mais ça n'existe pas, une micro-école. Ça n'existe pas, c'est un surnom. Voilà, c'est un surnom de tout petites écoles, surtout en ruralité. Il faut savoir qu'il y a 58% des créations d'écoles cette année qui étaient dans des bourgs de moins de 5000 habitants. Donc ça veut dire qu'il y a des néo-ruraux, il y a des gens qui étaient en IEF, instruction en famille, et ces gens-là se disent non, moi je ne vais pas mettre mon enfant dans une école publique, en plus très loin, je vais faire une petite école avec 2-3 familles et inventer quelque chose un peu dans la tradition des écoles rurales publiques d'avant. Alors on a l'impression que c'est presque facile alors pardon Anne Coffinier, toute proportion gardée, c'est presque facile de se lancer dans la création d'une école. Caroline Merveilleux du Vigneault, bonjour. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous recevoir. Vous êtes vous-même fondatrice et directrice de l'école Jean-Paul II à Paris, pas très loin de Radio Notre-Dame d'ailleurs, c'est très loin d'ici, dans le 14e, ou dans le 6e, je ne sais pas d'ailleurs. C'est le 14e. Bon bref, c'est quand même le 14e. Ça a été compliqué, d'abord avant d'expliquer pourquoi vous avez créé cette école, est-ce que ça a été compliqué pour rebondir sur ce que vient d'évoquer Anne Coffinier? Ce qui est compliqué, c'est de se lancer en fait, parce qu'au début, on cherche des locaux, on écrit un projet pédagogique, puis on cherche des locaux et des familles, et on ne sait pas très bien par quoi commencer. Est-ce qu'on loue des locaux dans l'espoir d'avoir des familles, ou est-ce qu'on fait penser à des familles qu'on va ouvrir certainement sans être vraiment certain. Et puis, il faut que le rectorat, bien sûr, accepte le dossier aussi. Donc la complication, elle est vraiment dans le fait qu'au début, c'est un pari. Voilà. Et puis,
quand tout est quand même bien ficelé, le pari marche, quoi. Et pourquoi vous l'avez fait? Vous venez Bah, vous j'ai voulu jouer, j'ai voulu parier. vous êtes Alors vous-même, non, alors moi je suis professeure des écoles, enseignante? voilà, depuis une trentaine d'années maintenant. Et en fait, on a une expérience, aux États-Unis. On a été expatriés pendant 8 ans et nos 4 aînés, qui sont maintenant en études supérieures ou qui travaillent, ont fait tout leur primaire dans une petite école paroissiale américaine, Ouais. où on a découvert un autre système éducatif, extraordinaire, où l'enfant était complètement au cœur du système. Pour vous donner un exemple, en la première réunion parents-professeurs qu'on a eue pour notre fille Bertie, qui avait 5 ans à l'époque, la maîtresse nous dit: «Mais c'est un rayon de soleil, votre fille, mais comment je faisais avant quand elle était pas dans ma classe?» et cetera. Puis avec mon mari, on se disait: «On doit pas tout comprendre». Nous, on arrivait aux États-Unis où bon, on parlait anglais, mais on n'avait pas la culture et tout, donc on se disait: «On n'a pas dû bien comprendre» et en fait, on a découvert cet immense, amour que les maîtresses ont pour l'éducation et sont d'une bienveillance extraordinaire et en fait, moi, j'ai tellement aimé cette vision de l'éducation où on parle des trésors de l'enfant qui nous est confié pour ensuite, faire, grandir sa confiance en lui et après pouvoir être exigeant avec lui, que j'ai voulu le reproduire en France. Ouais. Enfin, j'ai voulu évidemment, j'ai repris un poste dans une école, sous contrat, en France, privée et en rencontrant les parents en réunion parents-prof, je leur disais: «Mais vous savez, Pierre-Antoine, il est tellement charitable à la récré, c'est celui qui va ramasser celui qui est tombé, mais tout de suite» et en fait, les parents sont tombés des nues et me coupaient la parole tout de suite en me disant: «Mais vous avez vu qu'il était nul en maths, c'est pour ça qu'on vient, en fait». Je dis: «Mais bien sûr que j'ai vu qu'il avait des difficultés en maths, on va mettre quelque chose en place, mais sachez déjà qu'il a ce trésor de ressources, à être tellement attentif aux autres et cetera». Enfin, il faut vraiment qu'on parte de là, quoi. Anne Coffinier, quel est le premier critère au fond? Est-ce qu'on le sait? Est-ce que vous le savez, qui mène, qui pousse ces Français à faire le choix du hors contrat pour leurs enfants au fond? Quel est le premier critère? La recherche du bien de l'enfant. La 1re chose qui les pousse à franchir le pas, c'est en général, un enfant qui n'est pas bien dans une école ordinaire, que ce soit publique ou sous contrat. C'est-à-dire soit il s'ennuie, hein, beaucoup d'enfants précoces ou beaucoup d'enfants simplement très scolaires et très rapides s'ennuient, hein, le rythme est trop lent. Donc quand un enfant s'ennuie, il est vite assez mal. Heu ou alors, ce sont des enfants, qui ont envie de faire d'autres choses à côté et qui trouvent pas la souplesse nécessaire dans le système classique. C'est-à-dire, par exemple, des enfants qui vont faire beaucoup de sport, beaucoup de musique Ouais. ou bien des enfants aussi, qui ont, une spécificité qu'ils veulent garder, par exemple un bilinguisme. C'est vrai que le système public, Donc il y a l'excellence d'une voilà, il y a certaine, l'excellence et la d'une part. fragilité, mais la fragilité n'est pas opposée à l'excellence, c'est là-dessus qu'il faut, je pense, renouveler notre vision. Il y a des enfants, notamment vous voyez aujourd'hui, par exemple, les autistes Asperger, Ouais. le regard que porte la société, et notamment la société qui veut faire de l'argent sur eux, a tout à fait changé par rapport à avant. On sait très bien qu'un autiste Asperger, il peut être extraordinairement, lucratif et utile dans une organisation, à condition de tenir compte de ses spécificités. De même, pour, par exemple, des personnes qui sont bipolaires. Avant, elles étaient rejetées, maintenant elles sont considérées comme de vrais atouts, de vrais trésors, mais à condition de faire attention à leurs propres besoins. Mmh. Donc les enfants, aujourd'hui, ils sont plus fragiles psychologiquement Ouais. qu'avant, c'est clair. Ça, c'est quelque chose que Heu, vous remarquez? oui, mais la société globalement est plus fragile. Il y a une fragilité générale, hein, je ne sais pas pourquoi, plus attentive, plus sensible. On est moins, comment dire, des gens qui mettent derrière eux les difficultés et qui foncent. Il y en a bien sûr, mais il y a beaucoup de gens aussi qui s'arrêtent et qui se disent: «J'ai mal», et cetera. Donc on Ouais. est une société qui s'écoute plus. Les enfants aussi, en sont plus fragiles. Ils ont aussi, autant de potentiel qu'avant, mais il faut faire plus attention à eux parce que les gens ont changé, quoi. C'est tout, hein. Ma question, c'était est-ce que, il y a, 20 ans, on poussait plus nos enfants à s'inscrire, enfin, on inscrivait nos enfants hors contrat pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui? Non, pas tout à fait. Visiblement, vous avez presque Bah, répondu à bah, à la question. comment dire? Le hors contrat, au sens des écoles indépendantes, ont complètement changé en 20 ans. Il y a 20 ans, vous aviez essentiellement ce qu'on appelait les boîtes à bac, hein. Donc les boîtes à bac, c'est très utile, hein, Ouais. mais elles ont quasiment disparu. C'était pour passer le bac quand le bac était difficile, et qu'il était égalitaire, c'est-à-dire que tout le monde le passait de la même manière
Et lorsque les enfants avaient des problèmes, soit avec la vie, soit secoués au niveau familial, soit pas envie de travailler. Il y a beaucoup d'enfants, en particulier les garçons, qui Mmh. sont pas très scolaires, hein, voilà. Donc en fait, ça a sauvé plein de gens, les Ouais. boîtes à bac. Hein, catho, pas catho, mais enfin, ça a sauvé plein de gens. Après, il y avait des gens qui, pour une raison X ou Y, avaient besoin de l'internat. Donc ça, le internat hors contrat, c'est une ressource qui existe depuis longtemps, qui convient très bien à certaines personnes et pas du tout à d'autres. Et il faut bien reconnaître que le hors contrat, enfin l'internat pas hors contrat, c'est pas brillant en France. Mmh. Il y a pas beaucoup de choix. Il y a vous avez la Légion d'honneur, vous en avez quelques-uns qui se comptent sur les doigts de la main, mais franchement pas beaucoup. Du coup, c'était aussi une véritable ressource. Ça, c'était il y a 20 ans. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, les écoles indépendantes, on ne les appelle pas tellement hors contrat, les écoles indépendantes, Indépendante, hein. ce sont des écoles. Pas forcément catho d'ailleurs, hein. Ah non, Si? non, les écoles hors contrat catholiques sont très minoritaires, hein. Il faut bien voir que le religieux en général dans le secteur indépendant est très minoritaire, vraiment. C'est à peu près, on va dire, 2 sur 5, hein. Ouais. Donc ça fait pas beaucoup, hein, 40% on va dire, de l'existant. Dans les créations d'écoles actuelles, les catholiques sont souvent mélangés à d'autres et donc l'école n'est pas forcément Mmh. ouvertement catholique. Et puis il faut dire aussi que l'enseignement catholique n'est pas toujours ravi de voir s'ouvrir une école catholique de plus. Donc beaucoup d'écoles sont catholiques de fait. Vous voyez, elles ne cherchent pas forcément l'étiquette parce que ça apporte pas grand-chose en termes de soutien ecclésial. Et puis finalement, on agrège plus facilement d'autres personnes en mettant pas forcément en avant la bannière catholique. D'accord. Et pour autant, il peut y avoir vraiment une proposition catholique, une équipe qui vit sa foi, etc. Et le côté humain mis au premier plan, ça c'est ce qu'on peut lire à droite à gauche. Je pense que vous l'avez bien évoqué tout à l'heure de votre côté, Caroline Merveilleux-Duvigneau, dans votre école Jean-Paul II à Paris, justement. J'imagine que ça fait partie des priorités, c'est ça? C'est ce qui se retrouve, j'imagine, dans beaucoup d'écoles hors contrat, selon les spécificités. Vous l'avez dit, évidemment, Anne Coffinier, il y a parfois peut-être plus l'accent mis sur le côté intellectuel, la performance, je ne sais pas, mais j'imagine qu'il y a plusieurs types d'écoles hors contrat aussi. Ah oui, oui. Hein, on est bien d'accord. Et chez vous, c'est plutôt effectivement le côté humain, le côté unique aussi de chaque élève. J'ai l'impression que ça se retrouve Oui. aussi pas mal. Oui, Hein. c'est ça. Vous parliez de fragilité. Moi, j'aime tellement la fragilité des enfants. Enfin, je trouve que c'est vraiment une T'es source de bon, richesse t'es mauvais en incroyable. maths, mais t'es bon dans autre chose. Mais en oui, fait. et puis en fait, c'est pas le sujet. Moi, nous, ce qui nous intéresse, c'est de prendre l'enfant comme il est, de voir ses forces justement, de lui dire mais t'as vu ce que t'as réussi à faire, mais bravo, mais t'es incroyable. Et après de lui dire mais tu vois, t'as réussi à faire ça là en grammaire, mais en maths tu vas y arriver aussi puisque tu y arrives en grammaire. Et donc on l'aide à avoir confiance en lui et à le pousser au maximum. Et du coup, l'exigence est possible parce qu'il y a une immense bienveillance avant. Mm. Et puis parce qu'on a vu aussi que en poésie, il récitait ses textes de manière incroyable. Du coup, on l'a envoyé réciter ses textes dans les autres classes pour le mettre en valeur, etc. Donc, l'enfant, en fait, sait qu'il n'existe pas juste parce qu'on a repéré qu'il était nul en maths et donc on le pointe du doigt. Non, pas du tout. Il découvre en fait ses forces et ça l'aide en fait à lutter contre ses faiblesses. Et alors, c'est sûr qu'on a cette chance d'avoir des tout petits effectifs. La moyenne, c'est chaque maîtresse a une quinzaine d'élèves. Et donc, c'est très très peu. Donc, on connaît les Donc enfants. ça, je vous ai même pas demandé, c'est de la maternelle au CM2. Au Ouais, CM2. ouais, absolument. Mm. Très peu, 15 ans. C'est la moitié de bien des classes. Voilà, sous contrat. et c'est double ou triple niveau. C'est-à-dire que chaque maîtresse a à peu près 7 élèves par niveau et un double niveau. Donc voilà. Ce qui fait qu'on connaît très très bien les enfants. Et en fait, dans le projet pédagogique, on met en place un emploi du temps pour que chaque maîtresse ait l'occasion d'être maîtresse de tous les élèves de l'école. C'est-à-dire que la maîtresse de maternelle, par exemple, elle fait l'anglais en CE1, CE2, elle fait le sport, Ce qui fait que quand on reçoit les parents pour parler d'un enfant, il y a toujours toute l'équipe des maîtresses. Ce qui nous permet une vision beaucoup plus affinée de l'enfant, une connaissance plus juste et aussi la bienveillance est plus facile parce que la maîtresse qui a passé la matinée à essayer d'expliquer les fractions et elle n'a pas réussi et l'enfant, elle est un peu, voilà, elle peut être un peu fatiguée, agacée, mais il y a l'autre maîtresse qui est là, mais tu sais, en anglais, par contre, il avait travaillé comme un fou, il s'était donné du mal. Ça nous permet d'être plus juste avec l'enfant et de plus facilement l'encourager et puis surtout de trouver des astuces plus affinées pour répondre à ses besoins et ses attentes.
Là, on a envie de vous répondre, évidemment que ça devrait être comme ça partout. En fait, ça devrait être la base de l'éducation, de l'instruction et des motivations des professeurs et des encadrants de toutes nos écoles en France. Mais apparemment, c'est pas tout à fait le cas, plus peut-être tout à fait le cas. Anne Coffinier, Caroline Merveilleux-Duvigneau, je vous propose de nous retrouver juste après l'Orchestre du Roi Soleil de Jean-Baptiste Lully. Nous nous retrouvons juste après. À tout de suite. La précision, voilà, dans cet art musical enseigné évidemment dans certaines écoles hors contrat. L'Orchestre du Roi Soleil, en tout cas, de Jean-Baptiste Lully, à l'heure où nous parlons bien, du succès, et oui, des écoles hors contrat, comme jamais, comme nous l'explique Anne Coffinier, qui a créé son école, qui a fondé l'association Créer son école entrepreneur social qu'elle est, engagée pour la liberté scolaire depuis bien des années, qui dirige également la Fondation Kairos pour l'innovation éducative. Peut-être un mot sur la Fondation Kairos, Anne Coffinier ? Oui, la Fondation Kairos réfléchit à tout ce qui permet d'inventer l'éducation de demain, en une invention qui permette aussi de transmettre notre civilisation, parce que souvent, l'innovation est quasiment dans l'opposition à la transmission. Nous essayons de réunir les deux bouts, et toujours dans une perspective sociale, parce que si l'innovation sert à une poignée de gens, de toute manière, ils sont toujours débrouillés tout seuls. Donc là, par exemple, on organise au Bernardin mardi prochain, le 3 octobre, une conférence débat, à mon avis, fondamentale sur enseigner avec le métaverse. Alors, le sujet paraît un peu compliqué, mais 10 enquêtes de sens. Il ne l'est pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la transformation majeure en termes d'enseignement et en termes de tout ce qu'on veut des 40 prochaines années. C'est l'équivalent de ce qui s'est passé avec la création d'Internet dans les années 90. Et donc, on ne peut pas, absolument pas, ne pas réfléchir à ça, en quoi ça va changer, etc. Donc voilà, donc ça, c'est le 3 octobre, en partenariat avec les Bernardins, et on peut s'inscrire, c'est le mardi des Bernardins, donc de 8h à 10h du soir. On peut s'inscrire sur la billetterie des Bernardins, et j'invite vraiment les auditeurs à venir, parce qu'il faut prendre à bras-le-corps ces sujets pour ne pas les subir. Il faut prendre notre part dans... Pourquoi pas la création d'une école sur le métaverse. Une école, il y en a plein, mais enfin d'une école, une petite école dans laquelle on présenterait nos pédagogies. Pourquoi pas une église sur le métaverse, et elle est même en retard, l'église là-dessus. Hein. C'est ce que dit même Laurent Alexandre lui-même. C'est voilà. Donc là, il y a un peu urgence. C'est plus le moment des big church dans les grandes salles. Hein. C'est le moment de faire une église avec des super prédicateurs sur le métaverse. Voilà, je fais une petite digression, mais... Voilà, il y a des sujets qui peuvent nous faire peur. Oui, tout à fait. Les écrans, c'est un sujet, c'est une plaie pour les enfants. Hein. La plupart des enfants, c'est une plaie totale. N'empêche que c'est notre monde. Donc on est obligé de traiter ce sujet. On est obligé de le travailler. Vous voyez, c'est pour ça Mais on n'est pas obligé de leur donner une tablette Sûrement pas. Dès la maternelle. Sûrement pas. C'est l'une des raisons pour les GLUC, c'était l'une des raisons pour lesquelles les parents mettent leurs enfants. C'est catastrophique. Mais finalement... Il y a plein de sujets qui sont contraints. La technologie, il y a plein d'autres choses qui nous contraignent, mais on ne peut pas les ignorer. Ce n'est pas la manière de traiter le sujet, ce n'est pas de dire « Ah non, c'est horrible ». Non, il faut traiter ce sujet, savoir qu'est-ce qu'on peut en attendre, qu'est-ce qu'on peut en redouter, et comment on fait pour en tirer le meilleur, et à quel âge. Voilà, et comment faire pour ne pas subir, voilà, et être à la limite leader dans ce domaine, qui est un domaine fondamental d'influence aujourd'hui. Ouais. Les tablettes, Caroline Merveilleux-Duvigneau, il y a des parents qui inscrivent leurs enfants chez vous pour éviter tout ça, sans doute, je sais pas, mais même vague, même les téléphones, non. Oui, nous on est assez loin de tout ça. Nous on a un tableau avec des craies, à lire avec un crayon à papier. Et on n'a même pas de tableau Velleda, c'est la craie, parce que pour apprendre à bien faire les lettres, c'est mieux que ça soit sur. Et il y a un plaisir de la matière aussi, oui, bien sûr. De la craie qui crisse. Pour exaspérer le professeur. On a vraiment que des méthodes très classiques et pas du tout révolutionnaires, mais en fait, sont des méthodes qui sont exploitées et mises en place dans la joie, et c'est ce qui fait vraiment la différence, je pense. Alors, vous croulez sous les demandes, Caroline ? Non, on ne croule pas. C'est-à-dire que cette année, on a ouvert un nouveau site. Donc, si, on avait quand même 40 nouveaux sur 80 élèves, donc ça fait quand même beaucoup de nouveaux. Pour quelqu'un qui n'a pas de succès, c'est quand même pas mal. Hein. Mais il nous reste de la place, vous voyez. Donc, on pourrait prendre un peu plus d'élèves. Bon, après, c'était bien de ne pas avoir non plus de nouveaux que d'anciens, mais oui, non, mais pour en revenir aux méthodes, c'est vraiment que classique. On fait de l'histoire de France dans l'ordre chronologique, on fait de la géographie de la France. Autre critère évoqué par les parents. Oui, les montagnes, les rivières, on apprend tout ça, tout ce qu'ils ne font plus au collège, et tout ce qu'ils ne font plus, pas dans le système classique, mais même au collège, ils n'en parleront plus.
voilà, on fait les régions de la France, on apprend les départements par cœur. Et d'ailleurs, le par cœur, Mmh. ça interroge beaucoup les parents, le par cœur, parce que Ouais. c'est une source de stress pour les parents. Et en Ça fait fait, rire Anne. à chaque fois que je commence, j'ai ma réunion de rentrée avec les parents, je leur dis: «Mais vous savez, vos enfants peuvent apprendre par cœur. Ils ont l'âge, en fait, où c'est facile d'apprendre par cœur. Alors quand ils reviennent à la maison avec, La Vierge à midi de Paul Claudel qui fait, une page entière et les parents paniquent. «Oh, il va jamais y arriver». En effet, les parents n'y arriveront jamais, ils n'arriveront pas à l'apprendre ou ça sera très, très compliqué. Mais les enfants, pour eux, c'est facile. Et c'est vrai qu'il faut accepter que, plus on challenge nos enfants, plus on les nourrit, plus ils grandissent. Et la société actuelle, je trouve, n'a pas d'ambition pour nos enfants. Et c'est vraiment dommage. On veut pas les mettre en situation d'échec parce Mmh. que ça risque de les traumatiser. Mais du coup, nous, on leur dit, on les met pas en situation d'échec parce qu'ils peuvent y arriver, mais on leur dit: «Tu vas y arriver, tu vas voir, c'est tellement beau». Et quand ils rentrent après la Toussaint et que ceux qui sont insupportables à marcher sur les tables se mettent à réciter des béatitudes, mais c'est juste incroyable, on adore. Et en fait, les enfants peuvent et la société a peur d'en demander trop. Elle voit petit pour nos C'est vrai, enfants. Anne Oui. Coffinier, ça? Ah Voix oui, petit pour oui, nos enfants? c'est impressionnant le manque d'ambition, Mmh. oui, vraiment et puis c'est le règne du saupoudrage et du verbe. C'est-à-dire qu'on fait des C'est-à-dire? grands mots, pour pas grand-chose. On va faire de l'éveil à ci, de l'éveil à là, mais en fait, il reste rien parce que vous avez eu un petit peu de saupoudrage très jargonnant. Bon, Ouais. voilà. En fait, les enfants, ils aiment approfondir, ils aiment rentrer dans les matières et puis C'était le cas avant dans le comprendre. sous-contrat? Ma question d'avant Ah bah, la c'est le pause cas avant musicale. partout, hein, dans le public, dans le sous-contrat. Avant, C'était comme on ça prenait avant? beaucoup plus le temps. Là, vous voyez, par exemple, le nouveau ministre, il parle sans arrêt de fondamentaux. Bon, c'est pas le premier, hein, Oui. ça fait 30 ans que tout le monde parle de fondamentaux, en particulier à droite, hein, mais donc maintenant, il n'y a plus de droite de gauche, bon, donc on parle de tout pour ne pas le faire. Parce que vous pouvez pas parler des fondamentaux et expliquer qu'il y aura 30 minutes de sport par jour, et puis on fera de la morale, et puis après de l'éducation à la sexualité, puis ci, puis là, puis le reste. En fait, c'est pas possible. Ou alors, vous prenez les enfants à 4 heures du matin et vous les rendez à minuit et demi, à l'asiatique. Mais si vous n'êtes pas à l'asiatique, il y a un moment, il faut faire un choix. Et un choix, c'est dire que bah, le français, il faut beaucoup plus Ouais. d'heures. Et en mathématiques, il ne faut pas faire des trucs abracadabrants, il faut faire de la logique très poussée et des résolutions de problèmes, de tuyaux qui fuient, Comme on etc. a tous etc. fait, Comme on a tous fait, c'est le plus nous les efficace. dinosaures en fait, hein? Voilà. Et puis oui, le sport, c'est très bien, mais le sport, c'est très bien en dehors de l'école aussi. Voilà. Alors après, on peut subventionner, enfin, l'État peut réfléchir à faire en sorte que ça coûte moins cher. C'est possible, ou faire plus d'installations. Mais l'école, elle ne peut pas tout faire. Mmh. C'est pas possible. Et donc cette invasion aussi dans le champ éducatif des parents, bah forcément, elle fait que l'école a plus le temps, elle a plus le temps de faire écrire suffisamment les enfants. Moi, je suis impressionnée. Je peux pas trop dire les écoles en question, mais en tout cas, moi, j'ai un enfant dans le sous-contrat. Je vois la brièveté des traces Mmh. écrites. Ah, vous avez un enfant qui est carrément sous Oui, contrat, oui, vous? oui, oui. Vous êtes drôle. Moi, j'en ai partout des enfants, Vous faites dans des tous tests les pour ça? systèmes, Vous je faites teste. des vous avez des enfants Non, témoins? non, non, mais bon, j'ai pas une religion du hors contrat. Je veux dire, c'est une question pragmatique pour Ouais. tout le monde, hein, voilà. Et donc, je suis impressionnée de voir la brièveté des traces écrites. C'est très, très, très court. Ce qu'on leur demande d'écrire, c'est ça, À vous la voulez dire? fin, oui, ce qu'ils doivent apprendre, etc., c'est très court. Alors Ils moi, écrivent plus de toutes les manières, on donne des polis parce que comme voilà. ça la maîtresse n'a pas besoin de Et ils corriger, écrivent mal et Ils pas recopient plus? beaucoup. Et Mmh. du coup, ils ont une mauvaise orthographe, mauvaise syntaxe. L'idée même de copier un texte de Bled. Alors j'ai vu que le nouveau ministre a dit c'est pas bien l'exercice à trous. Bah oui, c'est pas bien depuis En 30 effet. ans, hein. Mmh. Ça fait bon. En Grande-Bretagne, ils utilisent les workbooks. Bon, c'est encore autre Une autre chose. mentalité, ouais. C'est une autre mentalité, mais ils font des essais à longueur de journée, des rédactions à longueur de journée, donc ça compense. Tandis que nous, on n'écrit rien du tout, on n'écrit plus de textes d'invention. Donc si on fait en plus de ça des textes à trous, il reste plus que des trous dans la tête de nos enfants. Les résultats, les succès au bac, est-ce qu'on sait si les élèves hors contrat ont vraiment de meilleurs résultats? La réponse est évidemment oui, ou Alors, c'est plus compliqué que c'est ça? une question qui est compliquée. Les élèves du bac ou hors contrat ont de bons résultats. Vous avez deux types de hors contrat au bac, hein. Vous avez des élèves très très performants dans des établissements qui sont d'élite, et là, ils écrasent tout. Et puis, vous avez des établissements qui sont plutôt pour des enfants qui ont des difficultés à un titre ou à un autre. Et là, ils s'en sortent correctement. D'accord. Mais le problème, c'est qu'on passe pas du tout le même bac. Vous savez, hein, Marie-Ange, on passe pas du tout le même bac, et c'est un grand scandale. Et d'ailleurs, à créer son école, on prépare un recours contentieux là-dessus, parce que c'est pas normal. C'est-à-dire que là où les autres élèves passent le bac essentiellement au contrôle continu, en passant simplement 6 épreuves en 2 ans, 6 épreuves sur table, vous voyez, en 2 ans, eh bien les élèves du hors contrat passent 20 épreuves sur table en 2 ans. Donc c'est pas du tout la même affaire, et 0 point en contrôle Pourquoi 20? continu. Parce que On n'a pas pourquoi il y en a droit autant? au contrôle continu. Ils considèrent que le contrôle continu, c'est pas possible pour nous. Donc en fait, on passe pas le même bac. Notre bac est plus dur. Alors ça va très bien pour les écoles et les élèves très performants,
Mais pour les élèves qui étaient sauvés par le hors-contrat, bah, en fait, c'est un désastre. Parce qu'en fait, du coup, ils se disent: «Je vais aller dans le public» et ils l'ont à l'ancienneté. C'est-à-dire qu'ils redoublent 2, 3 fois en faisant rien, ils apprennent rien. Alors que dans nos écoles, ils bossaient beaucoup, ils étaient encadrés, tenus et ils avaient un vrai niveau quand ils passaient le bac. Donc on arrivait à faire réussir plein d'enfants qui, ailleurs, n'auraient pas eu le bac du tout, parce qu'ils auraient été abandonnés. Donc ça, c'est un recul social majeur, ce bac. Et Voilà. vous me disiez, vous parliez des contraintes à l'instant justement gouvernementales, en tout cas, peut-on dire oui, des contraintes ou Mmh. des barrières Mmh. qui peuvent mettre à la création d'école. Mais une fois que l'école est créée, hors contrat, qu'est-ce qui se passe? On est contrôlé tous les ans? Alors, il y a plusieurs barrières. D'abord, il y a les barrières à la création, comme vous le disiez, et ces barrières sont essentiellement assez bêtes. C'est-à-dire que on oblige les directeurs d'école d'avoir 5 ans d'expérience dans l'enseignement. Alors, ça paraît intelligent en soi, mais imaginez-vous, par exemple, qui organisait des émissions sur l'éducation, qui creusait ce sujet depuis des années. Vous ne pouvez pas ouvrir une école. Vous êtes orthophoniste, vous avez 15 ans d'expérience, vous ne pouvez pas ouvrir une école. Vous êtes éditeur scolaire, vous ne pouvez pas ouvrir une école. Vous voyez? Donc, en fait, Déjà, c'est limite. Ouais. c'est très limitant. Et si vous êtes chef d'entreprise, vous avez une vraie vision, vous êtes Encore moins. encore moins. Encore moins. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, dans leur idéal, ça serait le professeur de l'école publique qui dirait: tiens, je vais créer une école. Ce serait ça leur idéal. Et ça, c'est limitant et c'est dommage. Et on est les seuls pays du monde à faire ça, à exiger vraiment ça. Et ça D'accord. limite. Ça, c'est l'entrée. Après, une fois que l'école existe, eh bien, ça dépend des moments. En fait, malheureusement, l'école publique est souvent le bouc émissaire des frustrations, des inquiétudes de l'éducation nationale. Donc, quand il y a un gros problème, en général, il faut taper un peu sur l'école hors Vous avez contrat. un exemple? Oui, par exemple, il y a eu les attentats islamistes. Il est évident que ça n'avait aucun rapport avec les écoles hors contrat. Il n'y a pas un seul responsable d'attentat qui venait de ce type d'école. Il y a vraiment aucun lien de rien, de rien, de rien. Mais les conséquences de ça, ça a été quoi? Interdire l'école à la maison et redoubler d'exigences sur les écoles hors contrat. Tout en ne fermant pas ces multiples écoles informelles, clandestines, les écoles du soir, les écoles coraniques. J'étais avec une amie hier qui est huissier de justice dans le 9-3 et elle me racontait qu'en faisant son travail d'huissier de justice, elle tombait très souvent sur des écoles coraniques avec 50 fillettes voilées alors qu'elles avaient 8 ans. Le gouvernement ferme les yeux. Tout le monde ferme les yeux là-dessus. Et il y a énormément de déscolarisation aussi de filles musulmanes dès 12 ans. Et personne ne va les chercher. Donc en fait, d'un côté, il y a un durcissement sur ce qui est déclaré et qui joue le jeu, un acharnement. Même dans le sous-contrat, vous me disiez. Même dans le privé sous-contrat, il y a parfois de l'acharnement. Oui, je sais pas ce que vous me disiez tout à l'heure, j'ai mal compris Alors, peut-être. non, vous n'avez pas mal compris. En aparté, effectivement, on disait qu'il est quand même frappant de voir qu'on reste sur de vieilles lunes et il y a quand même une hostilité de la part de l'appareil d'État à l'égard du sous-contrat, qui est certain. Hein, et donc, c'est toujours une espèce de rivalité. Et il n'y a pas que le hors-contrat qui est dans le collimateur. Hein, vous êtes embêtée, vous, Caroline, ou pas? Vous avez été embêtée? Moi, je suis surveillée de près. Limitée J'ai des inspections régulièrement. Tous les Non, enfin, j'en ai pas eu tant que ça, en fait. J'en ai eu 3 en 8 ans. 3 en 8 ans? Ah oui, c'est même pas tous les ans. Ah non, c'est pas tous les ans. Non, mais regardez, dans l'école publique, vous savez, en moyenne, quand est-ce que vous êtes inspecté? D'abord, l'établissement n'est jamais inspecté, c'est le professeur. Hein, et en moyenne, c'est une fois tous les 15 ans. Et maintenant, c'est même organisé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un décret qui dit que vous allez être inspecté 3 fois dans votre carrière. Et donc, ça correspond à tous les 15 ans. Donc, ça veut dire que nous sommes surinspectés par rapport aux professeurs dans le public ou dans le sous-contrat. C'est en fait énorme. Donc, c'est énorme. Ça, vous êtes en train de me dire, d'accord. Et puis, c'est sans préavis. Ils préviennent pas. Ils arrivent, ils disent voilà, j'arrive à 15 ans. Oui. Ils sont arrivés une fois à 4, en effet. On était dans 70 mètres carrés à l'époque. À 4 Oui. Et là, ils notent, ils épluchent tous les cahiers, sauf les cahiers de caté. Ça, alors, il y a une... Oui, non, ça, c'est manifestement. À moins que l'Esprit Saint ait fait quelque chose. Peut-être, oui. Non, mais c'est pas dans leur domaine. C'est pas dans leur domaine. Non, en fait, ils viennent vérifier qu'on suit bien le socle commun. D'accord. Que pour le coup, on doit suivre. C'est donc un paquet de connaissances. C'est quoi le socle commun? Ça correspond à quoi? Au maths, français? Non. C'est quoi le socle commun? Ça veut dire donc en fait, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, c'est un texte honnêtement horriblement jargonnant qui correspond à 5 piliers. Et dans ces 5 piliers, c'est jamais un pilier par matière. Toutes les matières sont mélangées, donc c'est plutôt développer l'esprit citoyen. Vous voyez, donc c'est des choses comme ça. Donc c'est complètement transversal. Et tout est transversal, et donc c'est très très compliqué de s'y retrouver. Vous checkez, Caroline. C'est bon. Vous checkez tous les. Ah, c'est horrible. Toutes les on passe exigences. des heures à traduire notre programmation qui est toute simple.
Voilà, dans un vocabulaire en jargon. voilà, c'est ça. Et ce jargon, donc, en fait, il faut prouver que les élèves sont amenés de manière progressive et bien pensée pour maîtriser ce socle commun à 16 ans. Mais si on lit ce socle commun de manière ambitieuse, on pourrait y passer une vie. C'est quasiment, ça couvre l'univers mental mondial, si vous voulez. C'est pas très Donc, rationnel. il y a un Mmh. moment où, du coup, on est un peu livré à la bonne volonté des inspecteurs, puisque le texte n'est pas précis. Quand un texte n'est pas précis, bah forcément, ça ouvre la Ouais. porte à tout. Donc vous n'êtes pas embêté, mais quand même un peu surveillé. Vous vous sentez surveillé, mais Oui, vous n'avez pas oui. eu de problème jusqu'à Ah non, maintenant, non, 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 j'ai pas eu Caroline. de problème. Non, non, j'ai eu des questions. Alors c'est vrai qu'ils ont épluché le projet pédagogique et ça c'était normal. Et par exemple, ils m'ont dit, mais dans votre projet pédagogique, c'est écrit, les enfants ne doivent avoir que des conversations qui font grandir. Alors là, ça les a beaucoup interpellés. Alors du coup, on a eu toute une discussion sur les conversations qui font grandir. Ça leur parlait pas du tout. Et moi, je trouve ça, en fait, Symptomatique, peut-être? oui, non, et puis, moi, ma conception de l'école, c'est vraiment une école familiale où, de fait, c'est logique d'avoir des conversations Et ils ont bienveillantes. compris? Je suis pas certaine qu'ils aient compris. Ils m'ont reproché de ne pas de ne pas avoir assez de débat avec les enfants. Alors bon, faut voir ce qu'on met derrière le terme Les enfants de débat. 3 ans, avoir un débat, c'est Mais voilà, peut-être c'est ça. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de débattre à mes yeux. utopique. Voilà. Mmh. Mais et puis, je dois dire que c'est vrai que moi, à l'école, je veux que les enfants n'apprennent, ne voient, ne travaillent que sur des choses belles. Donc, des textes magnifiques, les textes de dictée, ce ne sont que des textes d'auteur. Voilà. Sinon, j'ai l'impression qu'ils perdent leur temps. Ouais. Ça, Donc, c'est vraiment, pardon Caroline de vous couper, mais c'est vraiment un point très important, si je peux dire quelques mots là-dessus. Il y a quand même une différence entre l'univers des écoles indépendantes, qui est un univers qui cherche à respecter le temps de l'innocence et qui valorise beaucoup la beauté. Et donc qui plonge les enfants quand même d'une sorte d'enthousiasme de vivre. Et il faut quand même constater que ça rentre pas mal en opposition avec les évolutions récentes, enfin récentes depuis au moins 30 ans de l'éducation nationale en particulier, qui cherchent toujours à mettre les enfants face à ce qu'il y a de plus dur ou ce qu'il y a de plus Violent. ou complexe. Donc on va leur parler de toutes sortes de choses qui sont quand même très anxiogènes. Et c'est vrai que ça fait partie de la vie. Mais il faut aussi penser à donner envie à vivre aux enfants. Ça va pas toujours de soi. Et quand vous regardez les livres anciens, nous on a la chance de donner beaucoup de livres anciens aux écoles. Eh bien, c'est toujours l'école de la joie, l'école de la vie, vivre la vie. Enfin, c'est très impressionnant comme c'est feel good. Et ben, comme il on paraît dirait qu'il y en a un qui aujourd'hui. était un peu déprimé, c'était Thomas Dutronc. Avec Je ne plaisante un peu, je ne savais rien, en tout cas, à tout de suite. Et voilà pour Thomas Dutronc, à l'heure où nous parlons bien, du succès des écoles hors contrat, qui n'est plus une surprise pour personne. Thomas Dutronc, je ne savais rien, pour être précise. Voilà, comment expliquer leur succès. Anne Coffinier est ici. Elle qui a fondé l'association Créer son école, qui dirige également la Fondation Kairos pour l'innovation éducative. Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment dans ce chantier éducatif, surtout en France. Entrepreneur social que vous êtes engagé pour la liberté scolaire, Anne Coffinier. Caroline Merveilleux-Duvigneau est également avec nous, et qui a fondé et qui dirige l'école Jean-Paul II à Paris, boulevard du Montparnasse, qui est une école donc catholique. Là, pour le coup, j'étais un peu surprise, Anne Coffinier, par vos chiffres mentionnés au début de l'émission sur finalement le peu, par rapport à ce que j'imaginais, la proportion assez faible d'écoles catholiques hors contrat, qui se disent en tout cas catholiques, Oui, c'est ça, hein? c'est vrai que ça ne correspond pas à ce qu'on pense Non. tous. Spontanément, on se dit les écoles indépendantes, c'est surtout des écoles religieuses. Mais alors, c'est vraiment faux. Alors, c'est faux pour les catholiques, c'est faux pour toutes les autres religions. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent les écoles indépendantes, c'est très bien, mais maintenant qu'il y a l'islam, c'est un problème, parce que quand même, s'il y a des écoles musulmanes, ça va alimenter le communautarisme, le séparatisme, etc. Mais il faut savoir qu'il n'y a quasiment pas d'écoles musulmanes déclarées. Et il y en a très peu qui se créent. Donc ça fait partie des fantasmes. Il y a toutes sortes d'associations périscolaires et des associations clandestines, l'islamisme se répand de manière absolument évidente dans le champ éducatif, mais pas sous la forme d'écoles hors contrat. D'accord. C'est ça qu'il faut voir. Merci de l'avoir précisé. Caroline, vous l'affichez sur vos programmes, en tout cas sur la Alors, nous, la présentation de votre école. Jésus est vraiment au cœur du projet, ça c'est évident. Sans cette dimension religieuse, l'école n'existerait pas. Ça enfin en tout cas pas avec moi. Mais en revanche, nous n'avons pas le label école catholique parce que nous sommes complètement indépendants. Nous ne sommes pas sous tutelle du diocèse. Donc c'est marqué nulle part que c'est une école catholique.
Maintenant, c'est notre mission de baptiser qui nous a poussé. Enfin, moi, c'est ma mission de baptiser qui m'a poussé à fonder cette école. Et c'est vrai qu'on a une grande liberté de parler de Jésus toute la journée, comme référence, comme un ami pour nos élèves. Dans la cour de récré, si deux élèves se disputent, on leur dit, mais à ton avis, qu'est-ce que Jésus aurait fait s'il avait été là? Et en fait, Jésus devient un ami pour eux. Ça devient très naturel de commencer la journée par une prière, par un petit cours de morale chrétienne tous les matins. Tous les élèves sont ensemble, les petites sections sur les genoux des CM2 assis par terre. Et donc, on a prière et morale chrétienne le matin. Le lundi matin, on commence la semaine dans toutes les classes par un cours de caté, qui est un cours où ils apprennent des choses, ils Ouais. apprennent la définition de la grâce, ils apprennent les 10 commandements par cœur, enfin, des choses qui resteront comme une ligne de vie, je pense, hein, après leur passage à l'école. On leur dit beaucoup que tout ce qu'on fait aujourd'hui à l'école, c'est pour les aider à avancer sur leur chemin de sainteté. En fait, voilà, c'est un univers où Jésus est là, Jésus est notre guide, et en fait, ça change tout. Mmh. Ça change tout, et c'est plus facile de vivre l'évangile quand on en parle très librement avec eux. Pardonnez-moi de vous poser la question, mais les enfants réussissent tous ou pas scolairement? Est-ce que le niveau est plutôt Alors, correct jusqu'à maintenant? les enfants, on a une grande diversité d'enfants, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, chacun est vraiment unique à nos yeux. On a même des enfants qui ont des particularités un peu plus. Enfin, on a une petite trisomique, on a une petite élève qui est sourde, et puis on a des très bons élèves, et puis on a des élèves qui sont très Et ça fonctionne? dyslexiques. Et ça fonctionne très bien parce Ouais. qu'en fait, on a un suivi très personnalisé de l'enfant. Donc les très bons élèves réussissent très bien, et même on leur donne des cahiers de sixième s'ils ont fini le programme. Enfin voilà. Et puis en revanche, bah, si un petit CE1 a vraiment du mal en lecture, bah, il va suivre tous les cours de CP pour la lecture, et puis revenir en CE1 pour les maths. Enfin, il y a une grande souplesse en fait dans les enseignements, mais l'idée étant toujours de considérer chaque enfant et de le pousser le plus loin possible. On ne cherche pas du tout à mettre l'enfant dans une case, et même pas à l'enfermer dans une classe, mais au contraire, on organise tout un système autour de lui pour qu'il puisse, lui, faire de son mieux et progresser le mieux possible. Donc, Et dans l'ensemble, ça marche. Après, on ne fait pas de miracle non plus. Mais ouais. Oui, Anne Coffini, vous souhaitiez réagir? Oui, je trouve que c'est important de peut-être faire un point d'arrêt sur cette question de catholicisme et puis école indépendante ou hors contrat. Euh, Il y a une évidence qu'on oublie parfois, c'est qu'évidemment la catholicité, elle réside pas dans le contrat. Ce que je veux dire, c'est que une école, elle peut être catholique, elle peut être hors contrat, sous contrat, elle peut même être publique, hein. Moi, quand on vivait en Écosse, mes enfants étaient dans une école catholique publique, le tout dans un pays qui était presbytérien d'ailleurs, en l'occurrence. Mais bon, bref. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on finit Ouais. par croire que c'est la même chose. Non. Quand on crée une école en France, elle est hors contrat. On n'a pas le choix. Pendant 5 ans, et d'ailleurs, comme il n'y a pas d'argent, pendant plus que 5 ans. Donc, ça veut dire que toute création, toute prise de responsabilité, toute initiative, elle est hors contrat. Donc, si quelque part on est réservé à l'égard du hors contrat, c'est qu'on est réservé à l'égard de l'initiative de la société civile. On est réservé à l'idée de prendre ses responsabilités, de créer, de proposer, si on est dans une perspective chrétienne, par exemple, une approche chrétienne, là où des enfants pourraient être touchés et rencontrés, c'est-à-dire partout, à mon avis, par cette approche chrétienne. Donc, c'est normal de créer des écoles, c'est sain, c'est qu'on est vivant. Si on ne crée pas d'école, Donc c'est bon signe finalement, c'est bon ce signe. succès Mais florissant. évidemment, si on ne crée pas d'école, c'est quelque part, on a renoncé à transmettre qui on est, notre flamme, notre vision du monde, nos connaissances, et qu'on est mort, voyez. Donc, et je trouve que, à mon avis, l'Église, au sens ecclésial du terme, devrait peut-être encore plus se réjouir de ce phénomène. Je sais que c'est beaucoup plus le cas qu'avant. Au début, elle était un peu réticente. Elle se disait, il y a déjà toutes les écoles sous contrat, c'est compliqué, l'immobilier est lourd, on a du mal à le faire. Il faut comprendre que c'est dur de porter des écoles sous contrat. Et puis maintenant, l'Église se dit, bah oui, mais il y a aussi ces innovations, ça rejoint aussi des besoins. Il y a des gens qui veulent être catholiques et bilingues, Ouais. catholiques et Montessori, catholiques et attentifs aux enfants neuroatypiques. Et puis il y a des gens qui, en tant que catholiques, ne voient pas la nécessité de mettre une banderole, ils veulent juste que l'école, en fait, ait une exigence sapientielle, une exigence spirituelle, et qu'elle accueille les enfants dans leur humanité, leur singularité. Ils n'ont pas forcément besoin qu'il y ait une petite étiquette catholique dessus. Ouais. Donc en fait, c'est la société qui évolue. Et je pense que c'est intéressant. L'essor de ces écoles ne sort rien aux autres écoles, rien du tout. Mais ça apporte au paysage du choix pour les familles. Les familles, elles ont besoin de choix.
on a tous, enfin pour ceux qui ont différents enfants, moi j'en ai 4, Ouais. j'ai pas un seul de mes enfants qui avait besoin de la même école. Mmh. En Oui, oui, ça réalité, va, on tout à a fait. tous besoin Tout à de fait. solutions spécifiques. Et c'est pas vrai qu'allez hop, tous dans la même école et c'est réglé, non. Moi, j'ai une fille dyslexique, j'ai une fille qui était plus fragile, j'ai un garçon qui est un table globe-trotteur, qui est maintenant un chanteur d'opéra. Lui, il fallait Waouh. absolument que ça soit internationalisé. Euh, Après, voilà. pour le primaire, c'est un peu particulier parce Alors qu'il faut vraiment les justement, bases. justement, c'est parfait Alors, puisque pas forcément, Non? Caroline. Là, vous êtes Ouais. très, très classique, mais vous avez, par exemple, pardon, il y a, par exemple, les gens qui ont besoin de beaucoup d'autonomie. Ouais. Et ceux qui n'ont pas besoin d'autonomie, qui ont besoin d'être très dirigés. C'est Ouais. vraiment deux mondes. Ouais. il faut bien Et- observer nos enfants. Ah oui, T'as c'est des un enfants, peu ils sont le- perdus avec de l'autonomie précoce. Et Ouais. d'autres, ils s'étouffent si vous leur dites que faire, ça les Ouais, c'est stérilise. vrai, c'est vrai. La priorité, c'est de faire ça. Alors justement, j'allais vous demander, ça tombe bien que vous me posiez, vous me proposiez justement cette réflexion, puisque j'allais vous demander, puisque l'émission touche bientôt à sa fin, qu'est-ce que vous conseillez aux parents qui hésitent avec des petits bouts de chou en maternelle ou peut-être en CP? D'abord, est-ce qu'en maternelle, c'est utile, ça a son intérêt ou pas trop, etc. Parce que c'est quand même un C'est- investissement financier, donc Oui, autant pas faire mais d'erreur. c'est utile parce que c'est tout le rapport à soi-même, au succès, à l'échec, aux autres qui est installé. À 3 ans, Tout de on suite. commence déjà à avoir Tout une de idée de suite. tout ça. D'accord. Alors moi, ce que je pense, c'est que ça dépend beaucoup où vous vivez. Si vous vivez à la campagne ou si vous vivez à la ville, c'est déjà bien différent. Parce que par exemple, faire une pédagogie de la nature, comme on dit, avec une place importante au potager, autant que vous passez à la nature, à l'incarnation, à l'expérimentation, c'est beaucoup plus urgent en ville qu'à la campagne. Le petit Donc, vous voyez, citadin, donc, en fait, effectivement, ça peut-être dépend plus besoin aussi de ça. où vous vivez. Un enfant qui est en fratrie, un enfant qui est tout seul, il n'a pas les mêmes besoins. Un enfant très calme, un enfant très agité, par exemple, il y a des enfants, il leur faut beaucoup d'espace. C'est nécessaire. Vous pouvez avoir une super pédagogie, mais si elle est dans un tout petit établissement, ce sont des enfants qui ne tiennent pas en place. Donc, il y a besoin de tenir compte de ça. Donc, en fait, l'éducation, c'est l'art de l'observation et l'art de l'attention. Et donc, sans ça, c'est pas l'idéologie, l'éducation. C'est attention, faire attention. Ouais, s'adapter. Qu'est-ce que vous diriez de l'autre côté, Caroline? Qu'est-ce que vous Bah, conseillez à nos petits parents qui sont tout inquiets, qui savent pas trop? Mais je pense enfin, pour un petit enfant, il faut qu'il voit des belles choses, qu'il entende des belles choses. Et Donc dans autant les le faire dès petites le début, écoles, quoi. Ouais. oui, vous voyez, Quand si on vous voulez être sûr qu'il entende des belles histoires, qu'il soit chouchouté, mais quand même challengé, qu'il y ait une petite exigence, parce que la vie en communauté se met en place en maternelle, hein, donc il faut quand même C'est quand même apprendre à 6 dire heures par merci. jour, hein. Mais c'est énorme, Énorme. c'est énorme, c'est C'est toute leur vie. gigantesque, en fait. C'est toute leur vie. C'est pour ça que choisir l'environnement dans lequel va être votre enfant toute la vie, toute la semaine, je veux dire, toute la journée et toute la semaine, c'est essentiel. Et à 3 ans, ça compte aussi. Ouais. Et donc, je pense que ça vaut le coup de se renseigner sur l'école, sur les albums qu'on va leur lire, sur les chansons qu'on va leur apprendre, les poésies. Vous voyez, il faut regarder les cahiers de poésie. C'est très, très significatif, les cahiers de poésie. Dans les grandes classes, vous les regardez. Et puis, forcément, ça sera la même chose dans les petites classes. Vous voyez, les choix de textes. Et moi, je pense que ça vaut le coup de faire attention dès le début. Puis il y a la question de la taille aussi. Anne Beaucoup Coffini. d'enfants sont perturbés, sont neutralisés dans leur intelligence et leur énergie quand ils sont dans quelque chose de trop grand. Vous êtes d'un coup dans un grand établissement L'usine, avec comme on dit. l'usine. Ils se disent, je suis un pion. Ouais. Je suis un pion. Après tout, si je me Il y en fais a pas qui ça correspond. remarquer... Oui, c'est vrai. Il y en a. Peut-être. C'est vrai. C'est sûr, Il hein, y a, j'en sais il y a rien. des gens qui ont besoin. Alors, je dirais surtout, parce que tout petit, on a quand même Peut-être pas. besoin. C'est un peu dommage, hein, quand même, si ça leur correspond. Honnêtement, à 3 ans, suis pas sûre qu'on j'ai envie de s'éclate, dire, à 3 ans, on a quand À même 40. hein. on a quand même besoin qu'on fasse attention à Mais nous oui. et qu'on sente que chacun a un destin. Et de ce point de vue, Ah, un destin. un destin. On a un destin, on a quelque C'est chose à amusant faire, de- on a quelque chose à accomplir. En tout cas, dans une perspective chrétienne, Dieu a un plan pour chaque enfant qu'il a souhaité de toute éternité. C'est pas rien quand même. Et donc, on a nos spécificités, mais on a un destin, on a quelque chose à accomplir. Et on a à se trouver. Donc, il y a une aventure humaine. Et cette aventure humaine, si on vous dit, alors tu es dans le couloir 47, dans la page truc, et la cohorte 50, voilà. Alors après, effectivement, vous avez raison, Marie-Ange, lorsqu'il y a certains élèves assez timides, qui n'aiment pas trop qu'on ramène le moi tout le temps, hein, parce qu'un des problèmes aussi de la pédagogie un peu anglo-saxonne, c'est beaucoup le moi, je pense que si, moi, je pense Ouais. que là, voilà. Alors que la pédagogie française est une pédagogie de l'humilité. On ne dit pas moi, on dit nous, Absolument. on commence jamais une lettre en disant je, etc. etc. Donc il y a toute cette idée de l'effacement du moi au profil du grand savoir universel et la notion d'universalité, qui n'est pas du tout une notion anglo-saxonne. Et donc il y a des enfants qui se sentent beaucoup mieux dans l'anonymat d'une classe à 40
où on les interroge pas trop, etc. Parce qu'ils n'ont pas besoin de se positionner eux-mêmes. Ils ont plutôt envie d'avoir une réflexion intellectuelle, discrète, cachée, à la limite, juste le professeur qui les lit. Puis d'autres qui ont besoin d'être sur la scène en permanence, d'interagir, de se donner en spectacle. Et donc, en fait, là aussi, hein, il faut être attentif aux besoins de nos enfants. Ouais. Donc à partir du CP, vous avez plus de demandes à partir de la maternelle ou à partir du CP? Est-ce que là, pour le coup, vous sentez que c'est le moment où les parents commencent à se poser de vraies questions? Parfois, Alors, c'est l'entrée en sixième aussi. En fait, c'est à chaque début de cycle, en fait, finalement. J'imagine qu'il y a des demandes en euh, masse dans alors chaque école. en fait, nous, la grande joie qu'on a en général, c'est de recevoir des fratries. Les parents adhèrent au projet pédagogique. Donc, ils Là, pour le envisagent coup, pas trop. c'est Bah tout le oui, monde dans oui, la même... on n'est pas tout à fait. Oui, oui. Mais bon, je Dans comprends les ce que dit petites, dans les Anne petites classes, c'est vrai. C'est surtout après que ça mais dans les change. petites classes, en fait, il y a quand même des fondamentaux. Je veux dire, que ça soit dans Ouais. la nature ou en ville, je veux dire, faut faire de l'analyse grammaticale, il faut apprendre l'histoire de France, enfin, les bases, elles sont quand même à mettre en place. Enfin, moi, à mes yeux, c'est l'essentiel quand même. Et donc, on accueille les fratries. Et donc, on a en effet des demandes dans toutes les, Oui, il n'y a pas toutes les classes. forcément Non. un boom Non, en vraiment, CP. ça, Enfin, non, vaut mieux non, pas, parce que non, parfois, non. on peut se dire, autant mettre son enfant dès la maternelle, comme ça, il est sûr d'avoir sa place en Non, CP. non, mais je trouve ça dommage d'arriver Mais bon. en CP parce que c'est Ouais. génial la maternelle. 3 ans, il se passe beaucoup de choses dans la tête Oh, d'un et enfant. puis c'est magnifique tout ce qu'ils Est-ce qu'on font, tout ce apprend qui à voilà, lire tout ce qui plus est. tôt dans les écoles hors contrat ou pas? Alors chez nous, non. Non, En chez grande nous, section chez nous, ils ou... savent lire en fin de CP, enfin en milieu de CP, ils savent lire, mais c'est impossible qu'ils tombent sur un piège, quoi. Ils savent lire couramment. Quand les parents sont inquiets parce qu'à Noël, ils savent pas lire ou parce que Pas de en fait, panique, on leur hein. dit mais non, attendez, c'est un jour à la fois, c'est un son par jour, et vous inquiétez pas, en février, ils sauront lire tout. Et ça n'a jamais raté, hein, Et le donc travail le soir, les devoirs sont plus importants en général en hors contrat que fini ou pas? Est-ce qu'il y a un peu une... Ça dépend de quel hors Ça n'a rien contrat. à voir Disons, avec dans leur l'hors contrat contrat en général. catholique, oui, c'est D'accord. clair que les devoirs sont beaucoup plus importants. Et c'est vrai qu'il y a une place du par cœur. Et sur le par cœur, je voulais dire quelque Oui. chose. Le par cœur, il a montré sa puissance. Et c'est assez amusant de regarder qu'on est très fasciné par l'Asie, qui caracole toujours en tête des classements, mais on ne veut surtout pas reprendre le facteur numéro 1 de leur succès, qui est quand même le par cœur. Ils ont une mémoire Et surdéveloppée. la répétition. Et la notamment répétition. sport. Voilà, par cœur et répétition. Et donc, on veut pas. Et en même temps, on voudrait être aussi fort que les Asiatiques. La première chose quand même à comprendre, c'est qu'il faut développer la mémoire très vite, en même temps que le sens logique. 3 ans. Et tout de suite, très tôt. tout de suite. Bien, avant 3 ans? C'est ça que vous voulez dire? Tout de suite, ça veut dire quoi Ah tout de bah suite? oui, dès qu'on peut, hein, les comptines, les mouvements. Dans l'éducation classique française, on faisait énormément de choses qui étaient physiques. Notamment dans l'éducation nobiliaire, les gens avaient une éducation à domicile. Ouais. On faisait beaucoup de musique, de danse, de sport, de cheval, de tout ce qu'on veut. On développait énormément, Très tôt. très tôt. Donc en fait, on était très littéralisé, on était très à l'aise avec son corps. Et on mémorisait beaucoup de... C'est pas ce qu'on imaginait Bah, de si. prime abord. C'est amusant Si, ce que si. vous racontez. Et on mémorisait énormément de textes. Et quand vous prenez l'éducation asiatique traditionnelle, Ouais. vous apprenez pendant des années des textes sans même les commenter, ni même être sûr que vous avez compris quoi que ce soit. Et après, vous commencez à faire une analyse, voire à débattre. Quand vous prenez aussi... On fait ses gammes, en fait, hein, finalement. On y fait ses gammes, là-bas. Oui, mais il y a aussi cette idée qu'il faut une quantité base. assez importante de connaissances pour pouvoir commencer à faire quelque chose avec la logique. À créer des débats, Voilà, comme à le créer des prochain débats. inspecteur chez Caroline. Alors que dans d'autres méthodes, on voudrait que la logique fonctionne sans aucune connaissance préalable. Et, Partir de rien. Voilà. Ce que pointe régulièrement notre amie Lisa Kamen, qui vient régulièrement dans cette émission. Voilà. Voilà. Eh bien, merci infiniment, mesdames. Anne Merci, Coffinier. Marie-Ange. Merci pour votre association Créer son école. Et la Fondation Kairos également. Bravo pour ces 2 œuvres, Anne Coffinier. Et merci Caroline Merveilleux, également bravo pour votre école Jean-Paul II à Paris dans le 14e. C'est une joie. Hein, on peut toujours s'inscrire pour l'année Ah prochaine. oui, avec joie. École Saint-Jean-Paul Merci à vous II.fr. et j'espère qu'on a répondu aux questions des auditeurs qui étaient nombreuses ce jour. Voilà, et très bonne journée à tous. Merci beaucoup Marie-Ange. Au revoir.